Nous allons donc reprendre en revenant vers le droit français et peut-être aussi avec des ouvertures européennes, puisque maintenant ces deux ensembles sont très solidaires. Et c'est Elsa Peskin qui a accepté de venir nous en parler, et elle était certainement la mieux placée pour le faire, puisque Madame Peskin, qui est donc maître de conférence à Nanterre et qui est co-directrice de l'Institut de recherche juridique sur l'entreprise et les relations professionnelles, l'IRERP. Donc, tous les spécialistes savent que le groupe des spécialistes de droit social de Nanterre est l'un des pôles très forts en France, à la fois d'enseignement et de recherche sur les questions de droit du travail et de droit de la sécurité sociale. C'est là que Mme Peskin a été formée, et elle a rédigé une thèse qui a été très remarquée, intitulée « Réseau d'entreprises et droit du travail », qui a été publiée à la LGDJ en 2008, avec une préface d'Antoine Lyon-Camp. Et elle a continué depuis lors de suivre ces questions de réseau d'entreprise. C'était le premier grand travail qu'on avait à la fois de synthèse et de prospective sur ce développement des réseaux et l'incidence de l'organisation en réseau sur le droit du travail. Elle est aussi l'auteur, avec M. Wallmark, d'un hypercours de droit du travail aux éditions Dalloz. Et récemment, elle a organisé avec le professeur Georges Borenfreund un ouvrage qui est directement pertinent pour notre sujet. Enfin, c'était un colloque, je pense, qui a pris la forme d'un... Les actes de ce colloque ont été publiés aussi aux éditions Dalloz l'année dernière, en 2015, sous le titre « Licenciement économique et restructuration vers une redistribution des responsabilités ». Donc, c'était sur les questions de responsabilité en matière de restructuration des entreprises. Donc, Mme Peskin a aussi publié de nombreux articles, dont beaucoup dans la revue de droit du travail dirigée par M. Lyon-Camp, et donc vous pourrez vous reporter à ces articles. Donc aujourd'hui, vous avez bien voulu venir nous parler d'un sujet intitulé « De la solidarité à la vigilance en droit du travail à propos de la responsabilité dans les réseaux et groupes de société », sujet de grande actualité, puisqu'en ouvrant ce séminaire il y a 3 semaines, j'ai évoqué le cheminement lent et chaotique du projet de loi sur la vigilance, et j'ai aussi évoqué d'ailleurs le démarrage d'une initiative du même ordre au Parlement européen. Donc merci encore, et vous avez la parole. Ensuite, on aura une petite discussion comme lors de la première session. Merci Alain Supiot, et merci d'abord de m'avoir convié à ce séminaire, et puis bien sûr proposé de travailler et d'évoquer ce thème qui me taraude depuis longtemps maintenant, et qui est donc celui de la responsabilité des sociétés mères et des sociétés donneuses d'ordre dans les groupes et les réseaux de sociétés. Et il est vrai que le droit du travail constitue un laboratoire précieux, je pense, pour cette réflexion sur la solidarité et ses avatars, et à travers la solidarité sur une des grandes problématiques qui traversent aujourd'hui le droit de la responsabilité, c'est-à-dire celle de l'identification du responsable. Et en particulier, les groupes et les réseaux de société sont le théâtre de phénomènes de multiplication des pôles de pouvoir qui donnent une acuité particulière à cette question de la reconstitution des liens, et donc de la solidarité dans son sens général que nous avons utilisé pour ce séminaire, c'est-à-dire ce sens de responsabilité plurale. Alors ces phénomènes ont été parfaitement décrits, non seulement au cours de ce séminaire, mais au cours des séminaires des années précédentes. Ils se traduisent par 2 constats, on peut les résumer en tout cas par 2 constats. Premier constat, celui de phénomènes de contrôle
de pouvoir d'une société sur l'autre à travers différentes techniques d'exercice du pouvoir. Certaines sont sociétaires, détention de capital, désignation des mandataires de la société filiale par la société mère, conclusion d'un contrat de travail entre la société mère et un salarié dont l'objet est l'exercice d'un mandat social chez la filiale. D'autres techniques sont contractuelles, fixation d'un objectif de rentabilité, par exemple dans un contrat d'investissement. Et d'autres tiennent également aux choix comptables qui sont opérés par la société mère, c'est-à-dire à la maîtrise des instruments comptables, comme nous l'a lumineusement exposé Samuel Jubé la semaine dernière. Et puis enfin, d'autres techniques sont contractuelles. Premier constat, donc second constat, c'est celui de... Alors, ces phénomènes, quand même, j'insiste, de multiplication des pôles de pouvoir s'accompagnent aussi d'une dilution du pouvoir. C'est-à-dire, d'une part, que le pouvoir est plus diffus, moins facilement localisable, c'est-à-dire que la multiplication va de pair avec la dilution du pouvoir. Par exemple, le financeur exerce un certain pouvoir, mais un pouvoir différent de celui qui contrôle et qui détient du capital. Et d'autre part, parce que les sociétés, soit contrôlées, soit sociétés sous-traitantes, conservent une certaine autonomie, de sorte qu'il n'est guère possible de ne résoudre le problème que par l'affirmation qu'il faut retrouver le centre du pouvoir pour lui attribuer une responsabilité. Second constat, eh bien, quand même, l'absence de responsabilité corrélative qui est elle-même liée à plusieurs éléments. D'abord, la création d'une personne morale distincte, eh bien, elle permet la création d'un patrimoine propre et donc ça la met à l'abri de toute action en responsabilité pour un dommage qui est créé par une autre personne juridique. Ensuite, cette interposition de personnes juridiques, eh bien, elle va entraîner une conséquence importante en droit, c'est qu'elle va modifier la qualité juridique de celle qui va agir, de la partie agissante. C'est-à-dire que le créancier de la filiale, qui est parti au contrat avec cette filiale, ne l'est pas de la société mère, qui est une autre personne juridique. Donc il perd sa qualité de créancier. Et en droit du travail, cette modification de la qualité de la personne juridique agissante, elle est fondamentale. Pourquoi ? Parce que le droit du travail s'ordonne autour d'une figure qui est celle de l'employeur, qui est à la fois le co-contractant du salarié, celui qui est titulaire du pouvoir et celui qui est débiteur de l'ensemble des obligations en droit du travail. Et donc, les sociétés mères ou sous-traitantes qui n'ont pas cette qualité, donneuses d'ordre, pardon, eh bien, n'ont pas cette qualité de sorte que entrent sur la scène juridique des acteurs qui détiennent un pouvoir de décision, mais qui n'ont pas la qualité d'employeur. Et donc, ils demeurent a priori étrangers à la relation d'emploi. Et pourtant, on connaît en droit du travail, je pense sans doute plus fortement que dans d'autres branches du droit, des espaces professionnels qui dépassent la seule société. Alors, par exemple, l'obligation de reclassement de l'employeur est mise dans un périmètre qui dépasse celui dans lequel s'insère la relation contractuelle, puisque la société employeur doit reclasser le salarié dans ce qu'on appelle l'espace de permutabilité, c'est-à-dire l'espace de permutabilité des entreprises d'un même groupe. De même, on connaît l'unité économique et sociale qui permet d'instaurer une représentation du personnel dans un espace plus large que la seule société. Et puis, le motif de licenciement s'apprécie dans ce que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de secteur d'activité. Et vous savez d'ailleurs que la loi travail tente de remettre en cause le projet. Absolument. Le projet tente de remettre en cause, en restreignant ce périmètre et en demandant à ce que, en tentant de le restreindre aux sociétés du groupe qui se situent sur le territoire national, alors qu'aujourd'hui, le secteur d'activité s'étend au-delà de ce territoire national. Et donc, ce que je veux vous dire, c'est que la redéfinition des espaces est familière, en fait, du droit du travail. C'est-à-dire qu'on connaît des espaces qui vont au-delà de la seule société. Mais ce sont des espaces d'appréciation des droits des salariés ou d'appréciation des obligations de l'employeur.
Et de ce point de vue-là, le principe de l'autonomie de la personne morale n'a jamais vraiment désarmé la jurisprudence sociale, qui sait parfaitement aller au-delà des partitions sociétaires et qui a même, je pense, une aptitude à penser ce qu'on peut appeler le choix organisationnel. Mais en réalité, encore une fois, ce sont des espaces d'appréciation des droits. Et dès qu'il ne s'agit pas de dessiner un espace d'appréciation des droits, mais d'attribuer une responsabilité, là, en revanche, le droit du travail reste rivé à la notion d'employeur. Parce que pour attribuer une responsabilité à une autre personne juridique, eh bien, on percuterait le sujet de droit de plein fouet dans ce qui constitue son essence tel qu'il est pensé par le Code civil, c'est-à-dire son autonomie. C'est bien autre chose d'attribuer une responsabilité que d'affirmer que les droits doivent être pensés au-delà de la seule société. Et c'est ce qu'avait rappelé la Chambre sociale dans un arrêt resté fameux, qu'on appelle aujourd'hui l'arrêt Flodor, qui avait été rendu en 2010 par la Chambre sociale. Certes, le salarié doit être reclassé s'il y a des postes disponibles dans les filiales du groupe, mais seul l'employeur demeure titulaire de cette obligation de reclassement, de sorte qu'on ne peut pas imposer aux filiales de rechercher les postes disponibles. Cette partition entre employeur et non-employeur, cette vision binaire en quelque sorte, eh bien, elle est confortée, renforcée par le fait que le droit du travail ne pense pas la manière dont l'employeur est construit. Alors, on a souvent dit que, en économie, que l'entreprise était représentée en économie classique, comme une boîte noire, c'est-à-dire comme un agent sur le marché, sans qu'une attention soit portée à sa composition, à son fonctionnement. Eh bien, en droit du travail, on pourrait appliquer cette qualification à l'employeur, qui est réduit, on peut voir comme une boîte noire, et qui est réduit à ce qu'on peut appeler un point d'imputation. Donc, en tant que personne juridique, il a des obligations, mais on ne pense pas la manière dont il est influencé, dominé, financé par d'autres acteurs juridiques. Et du coup, ces autres acteurs juridiques, encore une fois, ils sont étrangers à la relation d'emploi. Et comme ils sont étrangers à la relation d'emploi, on ne peut pas leur attribuer de responsabilité pour les activités qu'ils exercent. Et la conséquence, donc la société mère ne constitue qu'un tiers au rapport d'emploi. Ça doit être rapporté également, ce constat, à deux observations. D'une part, ce modèle d'imputation, eh bien, il a bien entendu partie liée avec un modèle d'organisation, un paradigme, a-t-on pu dire, c'est celui de l'entreprise qui est caractérisé par un lien entre une unité de direction unique et une collectivité de salariés, qui est inspirée d'une vision spécifique de l'entreprise, qui est celle de l'entreprise fordiste. Donc on a une représentation, le droit est mu, est guidé par une représentation hiérarchique de l'organisation, et donc il peine à penser des organisations plus décentralisées, plus réticulaires, qui se caractérisent par l'existence de pôles de direction multiples. Et d'autre part, ce modèle d'imputation doit également être rapporté à un parti pris en droit du travail qui consiste dans l'affirmation que l'on trouvait surtout dans les années 70, que les droits des salariés ne devaient pas être tributaires des choix sociétaires qui s'effectuaient indépendamment d'eux. Et donc, on avait cette revendication que le droit du travail devait être indifférent à la forme juridique de l'employeur, personne physique ou personne morale. Mais paradoxalement, en étant indifférent à la forme juridique de l'employeur, eh bien, le droit du travail s'est rendu tributaire de l'organisation sociétaire, puisqu'elle permet précisément à une autre personne juridique d'exercer un pouvoir sans que lui soit attribuée la qualité d'employeur. À partir de là, la question qui s'est posée depuis bien longtemps d'ailleurs, c'est celle des voies par lesquelles un salarié licencié par une filiale peut agir contre la société mère. Et donc, en quelque sorte, la question est comment peut-on repenser ces liens juridiques brisés par les séparatismes sociétaires? Comment est-ce qu'on peut penser des formes de solidarité entre les différentes sociétés d'un groupe ou d'un réseau? Et comment on peut penser donc leur obligation plurale envers les salariés? Donc, pour cela, il faut s'intéresser à ce qu'on peut appeler les techniques d'imputation. Et le terme d'imputation est intéressant, je pense. Il a une vertu.
Ricoeur le définissait ainsi, c'est le fait d'attribuer une action à quelqu'un comme à son véritable auteur. Et donc, au fond, cette définition, elle porte en elle une dissociation possible entre l'auteur d'une action et celui qui va devoir répondre de cette action et en subir les conséquences juridiques. Et en autorisant cette dissociation, eh bien, on ouvre la voie à la responsabilisation d'acteurs juridiques divers qui n'ont pas forcément commis le fait dommageable, mais qui l'ont rendu possible ou bien nécessaire. Et donc, cette étude, elle requiert deux analyses. D'abord, celle des techniques d'imputation, ce sera l'objet de ma première partie. Et ensuite, pour comprendre ces techniques d'imputation, il faut prêter attention aux logiques qui les sous-tendent, c'est-à-dire aux raisons qui président au choix normatif d'imputation. Est-ce que la société mère est responsable parce qu'elle a commis une faute qui lui est personnelle? Est-ce qu'elle a participé à la décision elle-même de licenciement, par exemple? Est-ce qu'elle est responsable parce qu'elle contrôle la structure de sa filiale? Est-ce qu'elle est responsable parce qu'elle influence les décisions de sa filiale? Et donc les raisons, les justifications de l'imputation seront analysées dans une deuxième partie. S'agissant donc des techniques d'imputation, la question est celle de ce qu'on peut appeler la responsabilité plurale. Donc c'est quels sont les mécanismes. Donc là c'est une partie un peu technique, hein, j'espère que vous me pardonnerez, mais je vais essayer d'être claire. Et puis ma deuxième partie, plus courte, sera un peu différente. Donc comment on fait pour rendre plusieurs personnes responsables collectivement? Donc pour reconstituer ce qu'on peut appeler le lien de solidarité. On retrouve en fait ici peu ou prou les catégories qu'avait utilisées Samantha Besson dans son intervention sur la responsabilité des organisations internationales. Et donc en fait, on peut, il y a deux manières de penser la responsabilité plurale. Première manière, c'est celle qui est située à gauche du schéma, l'idée de la responsabilité commune, c'est-à-dire finalement les sociétés sont responsables, débitrices d'une même obligation, et donc elles sont responsables lorsque elles ont manqué à cette même obligation. C'est une sorte de responsabilité commune. Et deuxième manière, eh bien, c'est penser l'articulation des responsabilités. Donc plutôt que de dire on est tous tenus à la même chose, eh bien, tentons d'articuler les responsabilités, donc de distribuer des obligations diverses à différentes sociétés et de les rendre responsables pour des manquements à des obligations qui leur sont propres. Et cette dichotomie donc, entre responsabilité commune et responsabilité articulée peut servir de guide à l'analyse. Donc, s'agissant d'abord de la responsabilité commune, eh bien, c'est une voie, c'est ce qu'on a tenté de rechercher en droit du travail à travers une notion qui est celle de co-employeur, parfois appelé employeur conjoint. Et l'idée, donc, c'est de reproduire la figure de l'employeur et de considérer qu'une autre société, la société mère, est elle aussi employeur, co-employeur, et comme elle est employeur, elle est débitrice des obligations du droit du travail. Donc, cette vertu en côtoie une autre qui est procédurale et qui est intéressante parce que c'est vrai que le co-emploi permet d'attraire la société mère au cours d'une même procédure devant le Conseil des prud'hommes, mais en plus d'appliquer la loi française à la société mère co-employeur, en tout cas lorsque le contrat de base est soumis à la loi française. Donc c'est une notion qui est importante. Alors, on a beaucoup écrit sur ce sujet depuis quelques années, mais en réalité, c'est ce qu'on appelle une vieille notion neuve. C'est une notion qui a émergé dès les années 65-66. On la trouve sous la plume des juges, des magistrats de la Chambre sociale. Alors, il y a deux critères alternatifs. Premier critère, la société mère a effectivement exercé un lien de subordination sur le salarié. Donc ça, c'est assez classique. Comme elle a diriger le salarié, finalement, elle est employeur. On va requalifier cette société en employeur. Deuxième critère, qui est beaucoup plus audacieux, c'est lorsque les deux sociétés sont à ce point confondues qu'en réalité, elles ne forment qu'une seule et même entité, alors la société mère est co-employeur. Et ça, c'est un critère très fort parce que c'est le rapport sociétaire qui va rejaillir sur le rapport d'emploi. Donc,
on s'intéresse au rapport sociétaire et on va l'analyser avec ce fameux critère de la triple confusion. Il faut qu'elles aient des intérêts confondus, des activités confondues, une direction confondue, etc. Et ce co-emploi, dans sa version sociétaire, a connu une grande période de prospérité. En 2011, des arrêts ont vraiment ouvert la voie à sa reconnaissance. Et puis, il a fait peur. Ce qui a fait peur, c'est l'ampleur de ses effets rapportés à ce critère audacieux, parce qu'effectivement, le co-employeur, il peut être potentiellement débiteur de l'ensemble des obligations du droit du travail. Donc, finalement, la cause économique doit s'apprécier également de son point de vue. S'il n'a pas élaboré un plan de sauvegarde de l'emploi, eh bien, il est débiteur de l'indemnité, de l'obligation de réintégration et de l'indemnité en cas de nullité des licenciements. Ça, c'était avant, quand c'est là encore le juge judiciaire qui contrôlait toute cette question de procédure. Et progressivement, donc c'est puissant, c'est une notion puissante, il faut en être conscient. Et progressivement, les magistrats de la Chambre sociale ont été sensibles aux sirènes alarmistes sur ce que certains appelaient l'aptitude destructrice du co-emploi, et ils en ont réduit la notion. Ils l'ont fait à travers une exigence qui est l'exigence d'anormalité, c'est-à-dire que le co-emploi aujourd'hui ne peut résulter que d'une immixtion anormale de la société mère dans la gestion économique et sociale de sa filiale. Et cette exigence d'anormalité s'est traduite par une chose, c'est-à-dire que depuis 2013-2014, les juges disent finalement, il faut constater le co-emploi au-delà de la domination économique que l'appartenance au groupe engendre nécessairement. Alors, il y a eu un phénomène intéressant, c'est-à-dire qu'on a eu un phénomène de normalisation des relations de pouvoir au sein du groupe. Donc, en même temps, par une sorte de dialectique entre le normal et l'anormal, en même temps, on a voulu penser la responsabilité par la normalité, et en même temps, on a largement étendu les frontières de ce qui était normal. Ça se traduit par le fait qu'aujourd'hui, il y a énormément d'indices qui ne suffisent pas à caractériser le co-emploi. Dernier arrêt en date, enfin un des derniers arrêts, l'arrêt du 10 décembre 2015, on avait une société, la société Ducrot, qui avait conclu une convention de cession d'action au bénéfice de la société Faya, qui a donc racheté cette société et qui en détenait 100% du capital. Par la même occasion, elle récupère un terrain en plein centre-ville d'Alès pour une somme extrêmement modique. Dans les rachats de sociétés, une des stratégies, c'est de racheter une société pour avoir un capital immobilier ou autre. Et quelques mois après, la société mère cesse de la financer. La société achetée est mise en cessation des paiements par son représentant légal, lequel est un salarié de la société Faya qui l'a rachetée. Et la Chambre sociale considère qu'il n'y a pas de co-emploi et que plusieurs des critères, mais notamment celui d'avoir cessé de la financer et puis ce qui avait abouti à sa mise en cessation des paiements, n'est pas un critère opérant pour qualifier de co-emploi. Pourquoi ? Parce que cette décision a été prise dans le cadre de la politique du groupe. Vous voyez, il y a presque une mise en exergue d'une conception institutionnelle du groupe. C'est-à-dire que l'existence d'une politique de groupe vient justifier une décision et l'intégrer dans ce que le droit considère comme normal. C'est presque une vision de la normalité statistique, pour reprendre un terme encore utilisé par Paul Ricoeur quand il relit Canguilhem, c'est-à-dire c'est l'observation de ce qui se fait qui vient témoigner de la normalité, et ça n'est pas la référence à une norme idéale. Donc au fond, c'est normal parce que ça se fait. Et donc on mesure combien il est difficile d'identifier ce qui pourrait être anormal. Et en plus, c'est une vision extrêmement peu ambitieuse du droit qui vient constater en quelque sorte ce qui se fait pour en tirer l'existence d'une norme. Donc on voit bien que par cette régulation de la normalité, on a fait entrer le co-emploi dans une spirale dont il pouvait difficilement sortir indemne. Souvent d'ailleurs en droit, quand on régule par la normalité, c'est une manière de réguler à défaut d'autre chose. Donc, vous voyez, c'est une manière de ne pas contrevenir d'une certaine manière au principe de l'autonomie de la personne morale. Au fond, la sanction ne tombe quand la personnalité juridique de la filiale a été niée, parce qu'elle s'est
tellement immiscé dans sa gestion que c'est comme s'il y avait une fictivité de cette filiale. Donc, de deux choses l'une, soit les deux personnes morales sont indépendantes et la responsabilité ne peut pas être engagée, soit elles sont tellement confondues qu'elles forment une seule entité. Mais vous voyez, on ne pense pas l'existence d'une relation de pouvoir ou de domination moins fusionnelle. Confrontés du coup à la difficile reconnaissance du co-emploi, eh bien, d'autres règles ont émergé ou des projets qui tendent à, cette fois-ci, articuler les responsabilités. Alors, cette articulation, donc, c'est l'idée que plutôt que de dupliquer la figure de l'employeur, on va articuler, on va essayer de mettre en lumière que chaque société a un rôle différent et donc une responsabilité différente. Il y a deux voies possibles. Première voie possible, responsabilité articulée, eh bien, on s'est engagé dans la voie de la responsabilité civile délictuelle. Donc, on a d'abord tenté de faire appel à la responsabilité civile délictuelle. Et donc, certains protagonistes du droit, les avocats d'abord, puis suivis par les juges, ont invoqué l'article, le fameux article 1382 du Code civil, qui deviendra, je crois, l'article 1240, quelque chose comme ça dans le nouveau Code. Et ils ont essayé de démontrer, comme l'exige cet article, que lorsqu'il y avait une faute de la société mère, lorsqu'il y avait un lien de causalité, une faute, un préjudice pour les salariés, et lorsqu'il y avait un lien de causalité entre la faute et le préjudice, alors la responsabilité de la société mère pouvait être engagée. Alors, cette responsabilité a été admise progressivement à partir des années 2000. Vous allez me dire, mais c'est étrange d'en faire une règle, une mobilisation nouvelle. Oui, parce que le droit du travail s'est plutôt construit contre la responsabilité civile. Donc finalement, l'idée de saisir et d'attraire la société mère sur ce fondement était finalement assez nouvelle. Et donc, on a admis la responsabilité sur 1382. Donc, en général, le critère principal, c'était celui de la décision contraire à l'intérêt social de la filiale. Par exemple, une société mère qui ne rembourse pas le prêt à une filiale dans le but de financer le rachat d'une autre, qui acquiert les marques de la filiale sans lui apporter de trésorerie alors qu'elle en a besoin, qui met en place une stratégie pour asphyxier sa filiale, c'était le cas dans une affaire Clarus, par exemple en demandant immédiatement le remboursement de l'avance en compte courant qu'elle avait acceptée. Et dans ce cas, et finalement, les décisions sont prises dans l'intérêt de la société mère, de l'unique actionnaire et pas de la filiale, et donc on peut estimer qu'il y a faute. Mais ce qui s'est produit, c'est que cette responsabilité ensuite a été érigée en responsabilité quasiment exclusive, en mode d'imputation exclusif. C'est-à-dire que le co-emploi a été totalement marginalisé et l'idée étant qu'il fallait davantage agir sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle. On ne peut pas dire que ça n'ait pas de vertu, mais la signification est patente. Première remarque, bon, d'abord, le Conseil des prud'hommes n'est pas compétent, donc il va y avoir un éclatement du contentieux. Deuxième remarque, on va retomber dans les méandres de la responsabilité que le droit du travail, justement, avait voulu éviter, c'est-à-dire qu'il faut montrer un lien de causalité entre la faute et le préjudice, mais est-ce que le licenciement provient d'une faute de la société mère ? Est-ce que le marché lui-même n'a pas une part de responsabilité, la puissance du marché, voyez ? Donc on retombe dans cette nécessité d'identifier un lien de causalité. Et donc il faut bien... Et puis surtout, l'action en responsabilité est loin d'être sans signification, parce qu'au fond, les salariés agissent en tant que tiers par rapport à la société mère. Et donc la société mère, elle est érigée en personne juridique extérieure au rapport d'emploi, et non pas en acteur, certains diront en partie prenante de la relation d'emploi. Donc elle permet au salarié de se dépouiller de sa qualité de salarié et d'agir en tant que simple personne juridique. Donc finalement, pour obtenir réparation, il faut se placer hors de la relation d'emploi et il faut se situer sur un autre terrain que celui du droit du travail. Et c'est extrêmement significatif.
Alors, au-delà de la responsabilité civile du fait personnel, la doctrine a proposé à plusieurs reprises que les sociétés mères engagent leur responsabilité du fait de la filiale, donc de consacrer un cas de responsabilité du fait d'autrui. Alors, il y avait même eu un avant-projet de réforme du droit des obligations et de la prescription qui avait suggéré l'introduction d'un article propre, l'article 1360. Mais ces suggestions sont restées lettres mortes et aucune responsabilité du fait d'autrui n'a été consacrée. Deuxième voie pour penser l'articulation des responsabilités, c'est les obligations distributives. Il s'agit donc ici, plutôt que de rendre responsable la société mère en raison d'une faute conçue sur le modèle de 1382, de définir des obligations différentes à la charge de chaque société qui sont complémentaires à celles de la société employeur. Donc, on a une distribution des obligations qui va conduire à une articulation des responsabilités. Et donc, cette technique, elle est intéressante. Pourquoi ? Parce qu'elle permet de prendre en considération des rapports de pouvoir entre les sociétés qui sont plus sophistiqués, moins évidents, mais néanmoins existants. Alors que le co-emploi supposait une espèce de domination extrêmement puissante, ce qui n'est pas toujours le cas, justement. Et donc là, on peut reconnaître finalement des techniques diverses, l'existence de mandats sociaux, la délégation de pouvoir, l'actionnariat majoritaire unique, la désignation des mandataires de la société filiale par la société mère, ou ce que je disais tout à l'heure, le fait que dans un contrat d'investissement, il y a un objectif de rentabilité. Ça autorise à prendre des formes de pouvoir plus diverses et plus sophistiquées. Alors, il y a beaucoup d'exemples de distribution d'obligations. Certains sont élaborés par la jurisprudence, d'autres sont légaux. Un exemple, ou plusieurs exemples, il y a un décret de 92 sur le transport routier qui prohibe le fait pour tout expéditeur, commissionnaire, etc., de donner des instructions incompatibles à son donneur d'ordre avec le respect de dispositions légales, notamment sur la durée du travail. Donc l'idée est la suivante. L'employeur, lui, il est responsable de la méconnaissance des règles, le sous-traitant, mais le donneur d'ordre, il est responsable de l'incitation à la violation de celle-ci. C'est un décret qui s'intitule « Décret de coresponsabilité » qui a été pris à une époque où le code pénal ne prévoyait la complicité que pour les crimes et les délits. Donc vous voyez, on a recherché une autre manière de penser la responsabilité d'une personne juridique extérieure. On a beaucoup réfléchi à ça en droit pénal à cause du principe de personnalité des délits et des peines qui fait qu'on n'est pas comme en droit civil où on peut facilement instituer des obligations in solidum. Il faut que l'infraction soit commise par la personne elle-même. Dans le même sens va la loi du 10 juillet 2014, dont vous avez déjà parlé, qui vise à lutter contre la concurrence déloyale et qui prévoit une obligation de vigilance du donneur d'ordre en matière d'application de la législation du travail pour lutter contre le travail clandestin. Donc quand il est averti par un agent de contrôle de l'existence d'une possible infraction, il doit prendre les mesures qui s'imposent pour vérifier si la législation du travail est respectée par son sous-traitant. Et c'est dans ce cadre, donc vous voyez, toujours c'est ce même mécanisme. L'un est responsable de la méconnaissance d'une obligation, l'autre est responsable d'une autre et débiteur d'une obligation complémentaire à l'obligation principale. Et dans le cas de la loi du 10 juillet 2014, il s'agissait d'une obligation déjà dénommée obligation de vigilance. Et c'est dans ce cadre d'analyse que s'inscrit donc la fameuse proposition de loi qui est relative au devoir de vigilance qui a été portée par certains groupes parlementaires suite à l'effondrement du Rana Plaza au Bangladesh en 2013. Donc vous en avez déjà beaucoup parlé. Il y a eu des propositions de loi en 2013 et puis une autre proposition qui a été votée en 2015 par l'Assemblée nationale, rejetée par le Sénat, qui est à nouveau devant l'Assemblée nationale aujourd'hui et qui est passée devant la commission des lois hier, je crois, et qui doit passer en séance publique demain, le 23 mars. Donc, au terme de cette proposition de loi, il est fait obligation aux sociétés mères et aux sociétés donneuses d'ordre d'une certaine taille de mettre en œuvre un plan de vigilance qui vise à identifier et à prévenir la réalisation de risques, de dommages corporels, environnementaux, d'atteinte aux droits de l'homme, aux libertés fondamentales,
qui résultent de l'activité de leur filiale ou celle des sous-traitants. La proposition prévoit que le non-respect de cette obligation est sanctionné par une amende civile, par une communication au public, la sanction réputationnelle, c'est-à-dire la sanction du marché, et par la responsabilité civile. Alors, beaucoup de choses ont déjà été dites. D'abord, ce devoir de vigilance s'inscrit dans un contexte international propice. Il s'inspirait de principes non contraignants déjà existants au niveau international, les principes directeurs des Nations Unies, ceux de l'OCDE, ceux de la norme ISO 26000, etc. Autre remarque, plusieurs remarques. D'abord, ce dispositif se caractérise, et ça c'est sa particularité, par une articulation entre hétéronomie et autorégulation. C'est-à-dire que la loi fixe l'existence d'une obligation d'établir un plan de vigilance, mais on laisse ouvertes aux entreprises les voies qu'elles doivent emprunter pour adopter des processus de vigilance. Donc il y a un espace très fort pour l'autorégulation, à travers le contenu donné à ce plan qui va consister à établir un inventaire des risques, organiser des audits socio-environnementaux, des procédures de traitement de risques, des mesures protectrices des lanceurs d'alerte, etc. Donc l'obligation de vigilance, elle correspond là à un mode de contrôle particulier. On ne contrôle pas la conformité d'une décision à une norme, mais on détermine un mode d'action raisonnable. Donc il ne s'agit pas de définir un but à poursuivre, mais d'instaurer une sorte de cadre de réflexivité pour obliger l'entreprise à repenser la façon dont elle va s'organiser. Alors évidemment, son efficacité dépendra beaucoup du contenu, du contrôle qui sera opéré sur la consistance du plan. Ça ne veut pas dire que ça sera dépourvu de toute efficacité, et on sait très bien que ce type de procédé normatif peut avoir des effets autres et indirects. Par exemple, si les contrats d'assurance mentionnent ce plan de vigilance, etc., on peut ne pas exclure que ce soit une incitation pour les sociétés donneuses d'ordre ou maires de prendre garde à la consistance de ce plan de vigilance. Deuxième remarque, la référence au droit du salarié est très indirecte. Alors on peut la trouver un peu dans le risque sanitaire, dans la référence aux libertés fondamentales, droit de la santé, droit à l'emploi, mais néanmoins ils sont très dilués dans cette proposition de loi. Et de ce point de vue-là, il est vrai qu'aujourd'hui, finalement, les propositions assez porteuses sont plutôt mues par le droit de l'environnement, et que le droit du travail n'est plus le droit qui aujourd'hui pense cette responsabilité, ce qui est assez révélateur aussi. Enfin, la proposition de loi est très en retrait par rapport aux premières propositions de loi, puisqu'elles instauraient une présomption de responsabilité, c'est-à-dire que la responsabilité de la société était engagée à moins qu'elle ne prouve qu'elle n'avait pu, en dépit de sa vigilance, prévenir le dommage. Là, il n'y a aucune présomption qui est instituée. Malgré cela, cette proposition repose sur une idée intéressante qui consiste donc à créer en amont, à la charge de la société principale, une obligation de vigilance dont le manquement constitue la source de la responsabilité. Je termine ainsi cette partie sur les techniques d'imputation et j'en viens à une seconde partie qui consiste, pour comprendre ces techniques d'imputation, à prêter attention aux logiques qui les sous-tendent, donc aux raisons qui président au choix d'imputation. Alors, l'imputation de responsabilité à une société du groupe ou du réseau résulte d'un jugement. On peut parler du jugement d'imputation. Et ce dernier est le produit d'un choix normatif. C'est-à-dire qu'après tout, le droit pourrait attribuer une responsabilité à une personne juridique éloignée ou sans rapport à celle ayant commis l'action dommageable. Mais en même temps, ce choix normatif, il doit nécessairement être adossé à une justification. Parce que pour imputer à une personne juridique autre que celle qui a nominalement agi, il faut une raison. Il en va de sa légitimité à ce jugement d'imputation et il en va de son acceptabilité sociale. Et ces justifications, on peut les distinguer selon leur aptitude à retranscrire un processus décisionnel. C'est-à-dire que plusieurs raisons peuvent être mises en avant. Lorsque on part en quête d'une décision de la société mère, ou lorsqu'on part en quête de son contrôle, finalement, qu'est-ce qu'on tente d'identifier? Le décideur. On recherche le réel décideur.
si d'autres notions permettent au contraire d'attribuer une responsabilité sans nécessairement rechercher le lieu précis de la décision. Et donc, en analysant les différentes règles, on peut établir une typologie des critères d'imputation. Premier critère, le contrôle. Le pouvoir, c'est le contrôle de la société mère sur sa filiale, qui justifie que la première se voit imputer une responsabilité corrélative à l'action de la seconde. Encore que l'objet du contrôle peut être différent. Il peut y avoir un contrôle sur la structure, donc on va chercher tous les critères relatifs au pourcentage de détention du capital, ou comme en matière de co-emploi, au fait que le salarié de la société mère soit mandataire social de la filiale, donc la mission sociale, c'est l'objet du contrat. On voit bien donc là que le contrat est une technique d'organisation de ce pouvoir. Mais le contrôle peut également porter non pas sur la structure, mais sur l'activité, ou même sur la décision prise par la filiale qui a généré le dommage. Et là, vous voyez, on observe un glissement parce qu'on exige un lien plus fort entre l'action de la société mère et le dommage. Il faut qu'elle ait eu un rôle dans la décision même. Donc on s'éloigne d'une vision objective de sa responsabilité. Par exemple, en matière environnementale, il y a une loi du 1er août 2008 qui transposait une directive de 2004 et qui définit l'exploitant comme celui qui contrôle effectivement une activité économique lucrative ou non lucrative. Donc, on est vraiment dans une logique de l'acteur. Pour qu'elle soit responsable, cette société mère, il faut qu'elle ait, en quelque sorte, participé à l'activité elle-même. À côté du contrôle, on trouve un critère un peu plus extensif qui est celui de l'influence. C'est un critère plus large. L'influence, elle peut désigner les effets de décision de la société mère. Donc on ne va pas rechercher celui qui a effectivement pris la décision, mais celui qui a, par ses activités, influencé les décisions d'autrui. C'est l'idée d'une décision contrainte, en quelque sorte. Dans le décret sur les transports routiers, on retrouve un peu cette notion. C'est la société donneur d'ordre qui a contraint, de fait, par les instructions économiques qu'elle donne aux sous-traitants, le sous-traitant à ne pas respecter les durées du travail, les règles en matière de durée du travail. Donc c'est cette idée d'influence, de décision contrainte. Troisième critère possible, la sphère d'influence, qui se distingue un peu de l'influence. La sphère d'influence est une notion qui est énoncée, évoquée par la norme ISO 26000, et on peut penser qu'elle pourrait désigner la potentielle influence, c'est-à-dire on délimite un cadre dans lequel les décisions d'une société mère peuvent avoir une influence sur autrui. Donc on s'intéresse à l'impact et au risque qu'un acteur peut générer, et non pas à l'impact effectif. C'est plutôt l'idée d'influence potentielle. C'est intéressant, pourquoi ? Parce que avec ces phénomènes de multiplication des formes de pouvoir et de pôles de pouvoir, eh bien, le pouvoir est aussi dilué. Donc, si vous voulez, c'est important dans certaines organisations plus décentralisées où il est difficile d'identifier avec précision le lieu de la prise de décision, d'identifier un cadre dans lequel on sent bien que les décisions d'une personne juridique ont un impact possible. Ça permettrait par exemple de considérer que le financeur, ou alors que le financeur exerce une certaine influence, est intégré dans cette sphère d'influence, ou que les choix comptables d'une société mère font que, même si elle n'est pas actionnaire majoritaire unique, eh bien, c'est cette normalisation comptable qu'elle opère l'intègre dans ce cadre d'influence. Aux côtés de ces notions, on trouve d'autres justifications plus horizontales, donc qui permettent de saisir des relations de coopération ou de domination plus feutrées ou même plus horizontales, telles les relations réticulaires. Une première justification, qui est la plus immédiate, est celle de la communauté de territoire. En matière d'hygiène et de sécurité, par exemple, quand les salariés d'une entreprise sous-traitante travaillent dans les locaux d'une autre entreprise, eh bien, c'est la société donneuse d'ordre, enfin l'employeur de cette dernière, qui est responsable du respect de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité.
Donc, ça n'est pas leur employeur direct, c'est l'employeur de la société dans laquelle ils travaillent. Et là, on a cette idée du lien d'établissement. On revient à une vision très fruste de l'entreprise, avec cette idée de collectivité de travail sur un même lieu. Et ça permet de reconstituer un lien, la communauté de lieux, physiquement. Mais évidemment, dans toutes les relations de sous-traitance, il n'y a évidemment pas de communauté de lieux. Et donc, un autre critère existe qui est celui de la chaîne de valeur, qui est repris par les principes directeurs des Nations Unies et qui vise les relations que l'entreprise entretient avec ses partenaires commerciaux, les entités de la chaîne de valeur. Et donc, cette notion se rapproche plutôt de l'idée de participation à un processus d'activité. Et ça permet de saisir des réseaux dans lesquels le pouvoir est plus décentralisé. Et au regard de tous ces critères, on mesure combien la proposition de loi aussi sur l'obligation de vigilance se situe en retrait. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de vertu, mais il faut être conscient du fait que c'est une proposition assez mesurée. Parce qu'on fait mention du contrôle des filiales ou des activités des sous-traitants, mais ce critère permet en fait de définir un cadre d'applicabilité de la règle. Mais au-delà, ce qui va générer sa responsabilité, c'est le manquement à une obligation donc, qui lui est propre. Donc finalement, on réintroduit une logique de responsabilité personnelle, on retrace un nouveau processus de causalité, une autre chaîne de causalité. Et donc, c'est une manière, en quelque sorte, de préserver une certaine conception du sujet de droit, autonome et responsable, qui est celle du Code civil. Donc le simple contrôle ne suffit pas à engager la responsabilité, c'est bien le manquement à une obligation personnelle. Au-delà des critères d'imputation, j'en terminerai par là, derrière ces justifications, encore une fois, il y a bien un choix normatif et politique. Et les arguments pour rejeter tout mécanisme de mise en cause de la responsabilité des sociétés mères sont bien entendu dogmatique. Et la Cour de cassation l'exprime elle-même dans un rapport qui concernait l'avant-projet de droit des obligations, le rapport Catala, à propos de la responsabilité des sociétés mères du fait de leurs filiales. Elle évoque le risque de dépaysement des holdings. C'est le terme dépaysement qui est utilisé. Et donc, on a cet argument que l'on connaît, c'est si ça n'existe pas à l'étranger, ça va pénaliser les entreprises françaises. Donc, je dis ça parce qu'il est important de garder à l'esprit qu'il n'y a pas d'impossibilité juridique d'imputer à une société mère l'action d'une société filiale. Et d'ailleurs, on peut noter que le droit de la concurrence ne s'embarrasse pas de tels arguments. Et la CJUE considère, par exemple, que les activités et les pratiques anticoncurrentielles d'une filiale peuvent être imputées à la société mère dès lors que la filiale ne détermine pas de manière autonome son comportement sur le marché. Il y a même une présomption d'influence lorsque la filiale est détenue à 100% par la société mère. Donc, le droit de la concurrence, qui est un droit protecteur du marché, autorise des mécanismes qui seraient largement décriés en droit social. On va imputer à la société mère un comportement d'une filiale. C'est assez fort. Pour conclure, donc, si vous voulez, c'est bien la pensée de l'articulation entre le rapport d'emploi et le rapport sociétaire qui permet de sortir le rapport d'emploi de sa dépendance au second. Et cette mise en regard ne peut se faire qu'au prix d'une analyse du rapport de pouvoir sociétaire et de la compréhension de toutes les techniques d'exercice du pouvoir. Il faut donc s'engager dans la compréhension de ces mécanismes d'exercice du pouvoir. Il faut que les juristes de droit social le fassent. C'est ce que certains auteurs commencent à faire, comme un auteur comme Stéphane Vernac le fait déjà depuis quelques années. Et donc le juge social ne peut plus se dispenser de regarder ce rapport sociétaire et de fixer des critères à partir desquels on va considérer qu'il doit y avoir responsabilité. Voilà, et c'est à cette condition qu'il pourra guérir, je pense, de sa cécité et admettre ce qui constitue en réalité la part irréductible dans le rapport d'emploi des choix d'organisation sociétaire. Et parallèlement, c'est en pensant la responsabilité, les liens juridiques entre société dominante et salariés, que l'on va penser l'organisation et non pas seulement la société, et que donc le regard va glisser de la société à l'organisation, mais l'organisation pensée
selon un modèle qui n'est pas le modèle hiérarchique d'une entreprise dotée d'une unité de direction, mais qui est un modèle plus réticulaire d'une organisation au pôle de direction multiples. Je vous remercie. Bien, merci beaucoup de votre exposé qui était d'une grande clarté, qui offrait un panorama de questions qui ont beaucoup agité la jurisprudence et la doctrine depuis maintenant un certain nombre d'années. Donc on retrouve dans votre exposé cette je ne sais pas si c'est en termes d'alternative, mais enfin en tout cas ces deux voies parallèles, éventuellement combinées, de l'idée de responsabilité commune, ce que vous avez appelé responsabilité commune, donc on recherche un point d'imputation, ou de responsabilité articulée, avec l'idée qu'on n'a peut-être pas à choisir entre les deux, puisque dans la gradation des formes d'organisation, l'un ou l'autre des outils peuvent être utiles. Alors vous avez évoqué l'espèce de repliement de la Chambre sociale de la Cour de cassation, son effroi face à sa propre audace des articles des arrêts de 2011. Comment vous attribuez ce retour? Est-ce que c'est lié à l'accueil qui avait été fait aux décisions de 2011? Oui, je pense que il y a eu un lobby très très fort des avocats d'employeurs et du monde patronal. Il y a peut-être qu'il y a eu discussion au sein de la Chambre sociale. Je pense aussi qu'il y a eu discussion, et puis des changements au sein de la Chambre sociale. Mais donc, ils ont reculé, très clairement, ils ont reculé. Et je me souviens des arguments de certains avocats disant donc parce que si vous voulez, le co-emploi permet donc de rendre la société mère débitrice de toutes les obligations. Et en plus, il a ce qu'on appelle un effet déclaratif, ce qui veut dire que si le Conseil des prud'hommes décide que la société mère est bien co-employeur, eh bien, alors, elle aurait dû, quelques mois auparavant ou 2 ans auparavant, s'acquitter des obligations dont elle était tenue en tant que co-employeur. Donc ça a un effet assez puissant. Et je me souviens de certains employeurs disant « Mais enfin, vous vous rendez compte, ça veut dire que maintenant, il faut que je conseille à mes clients d'établir des bulletins de paye, sinon je vais être, je risque d'être responsable de travail dissimulé, etc. etc. » Donc c'est vrai que la notion de co-emploi, parce qu'elle est arrimée à la notion d'employeur, permet difficilement de dire ils sont débiteurs de ça, mais pas de ça. Vous voyez, c'est vrai que c'est une notion qui, parce qu'elle est arrimée à la figure de l'employeur, ne permet pas de délimiter des frontières. Voilà, de délimiter un domaine dans lequel la société mère aurait été responsable. Et du coup, c'est vrai qu'il y a aussi des avocats qui se sont engagés dans des actions, à mon avis, un peu... qui sont allés un peu au-delà de ce qu'il fallait faire. Il y a eu des histoires d'harcèlement moral, etc., envers le co-employeur, parce qu'il était co-employeur, mais on aurait dû, je pense, se délimiter à la question du licenciement pour motif économique. Mais c'était difficile de limiter au licenciement économique, puisque s'il est employeur, il est responsable de tout. Donc la Chambre sociale a eu peur. Voilà, tous ces effets combinés ont fait qu'elle a eu peur, et plutôt que de chercher une méthode pour délimiter les effets du co-emploi, ce qui aurait été possible, parce que... Un juriste peut être inventif, on peut très bien considérer que... Un juriste peut être inventif. Ouais. Ça devrait pouvoir, en tout cas. Et donc, ils ont préféré restreindre la notion. Et c'est intéressant, mais les auteurs ont utilisé beaucoup la métaphore de la monstruosité, c'est-à-dire que on voyait écrit dans les articles, ça y est, les juges ont peur de l'ogre qu'ils ont enfanté. Et c'est un peu ça, la créature qu'ils ont enfantée. Ils en ont eu un peu peur. Et plutôt que d'essayer de la maîtriser un peu, ils ont reculé. Peut-être que dans les prochains mois, d'ailleurs, l'avenir nous montrera qu'il reste quand même une place pour le co-emploi. Il serait intéressant de faire des rapprochements entre tous les débats auxquels nous assistons justement depuis une dizaine d'années sur ces questions de responsabilité avec ce qu'avait été le tournant de l'invention de la responsabilité objective à la fin du XIXe siècle, où on voit revenir beaucoup d'arguments qui étaient invoqués à l'époque, lorsque, pour faire face à des nouvelles machines dangereuses, on a inventé de la responsabilité objective.
il y a un argumentaire économique qui avait été développé également pour s'opposer. Puis il y a eu un moment de bascule où on a vu les uns après les autres tous les pays européens se doter, enfin passer du côté sous des formes diverses évidemment, de responsabilité objective. Vous n'avez pas évoqué justement le point de vue européen, parce que l'un des argumentaires sur la vigilance a souvent été de dire ça serait très bien, enfin de la part des, en tout cas je me demande même si ce n'est pas la position officielle du MEDEF actuellement, en disant nous pourrions être d'accord si c'était adopté à l'échelle européenne. Non, je n'en ai pas parlé, si ce n'est qu'effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a aujourd'hui peut-être un début de processus de généralisation ou d'incitation à aller vers une obligation de vigilance à l'échelle européenne. Donc, je pense effectivement qu'on assiste peut-être à ce mouvement que vous décrivez, c'est-à-dire qu'il faudrait que les pays tendent vers cet objectif-là et que ça ne soit pas une situation propre à la France. Parce qu'il y a des questions de droit international privé derrière le sujet, quand même, puisque ça peut être un moyen, y compris dans les hypothèses de responsabilité articulée, d'organiser une certaine extraterritorialité de la loi française vis-à-vis de sociétés exerçant un contrôle sur des sociétés françaises, mais éventuellement implantées dans un pays étranger. Alors, je me tourne vers Ye-Song Park pour avoir ses commentaires d'auditeurs, s'il en a. Oui, je trouve que très souvent, les idées juridiques françaises sont pour moi une source des idées. C'est pour ça que j'aime beaucoup le droit français. Pas souvent, enfin, je serais tenté de vous demander de répéter, mais je ne le ferai pas, mais parce que c'est... Vous avez dit que le rapport d'emploi, ça dépend du rapport sociétal. Et en écoutant, une idée est venue dans ma tête. Alors, est-ce qu'on peut dire encore de la relation de travail? En tout cas, il semble que on ne peut pas expliquer ou on ne peut pas analyser la relation de travail en termes traditionnels. Cette remarque que je l'ai déjà dans ma tête en travaillant sur le GEBL, que ça va détruire mon identité en tant que juriste du travail. Donc, ça va. Or, cette question est liée, me semble-t-il, à la question de la personnalité morale. Je pense que la notion de personnalité morale a été liée à l'apparition d'une nouvelle forme de société, donc société anonyme. Alors aujourd'hui, la représentation de la société anonyme n'est pas stable. Donc il serait légitime de penser sur l'avenir de la notion de personnalité morale. Est-ce que vous pensez que ça va... Donc il est certain que cette notion de la personnalité morale n'est pas une notion éternelle. C'est une invention du 19e siècle. Donc qu'est-ce que vous pensez de l'avenir de cette notion de la personnalité morale? Ah, alors voilà l'interrogateur interrogé. On a évoqué un petit peu ces sujets au début du séminaire, et une remarque qui avait été faite notamment la semaine dernière par M. Juppé était particulièrement intéressante à ce sujet, parce qu'elle suggérait un renversement de la fonction de l'invention de la personnalité morale qui avait d'abord servi à protéger des créanciers de façon à ce que l'on soit sûr qu'il y ait un patrimoine qui ne puisse pas être pillé par les entrepreneurs. Donc, et ensuite, ça s'est retourné comme un instrument de protection de l'entrepreneur. Il est certain que ce sont des catégories, enfin c'est une catégorie qui relève quand même de la métaphysique juridique, et
il y a toujours eu des moyens de la contourner, enfin les moyens traditionnels comme la fraude. En droit du travail français, c'est ainsi que sont apparues la notion d'unité économique et sociale, par exemple, qui permettait de redéfinir un certain périmètre de ce qu'était l'entreprise, était d'abord apparu comme un moyen de lutter contre des pratiques frauduleuses, et puis ensuite a eu un champ d'application plus vaste. On a vraiment le sentiment aujourd'hui, me semble-t-il, mais enfin c'est une question qui se pose à nous tous, de la nécessité de ne pas tenir au pied de la lettre les constructions fictives qui peuvent être inventées dans l'exercice de la liberté d'entreprendre, puisque la liberté d'entreprendre ne peut pas être la liberté de se soustraire aux responsabilités de celui qui entreprend. Donc à chaque fois que les catégories juridiques et la personnalité morale est utilisée à cette fin, elle devient suspecte, et la multiplication des exemples qu'a évoqué Elsa Peskin en droit de l'environnement, en matière de travail clandestin, montre qu'il y a de très nombreux signes, encore épars, mais quand même convergents, d'une réinterrogation de cette possibilité de se soustraire à une responsabilité par la personne. Donc ça veut dire la possibilité de percer le voile de la personnalité morale. On sent que c'est une question tout à fait émergente. Alors là où ça serait intéressant de poursuivre la discussion également, c'est ce que vous suggérez, c'est de dire qu'on devrait en tenir compte pour repenser aussi la façon dont nous concevons la relation de travail, qui est conçue de façon binaire, comme un rapport de subordination binaire. Et de fait, les projets de réforme en France, puisque vous allez en entendre parler pendant votre séjour sur le projet de loi travail, continue de s'inscrire dans ce paradigme d'un rapport de travail qui serait un rapport purement binaire, avec un employeur, une communauté de travail bien circonscrite, et puis on s'en remet à eux pour définir ce que devrait être la règle dans un certain nombre de domaines. Et on sait très bien que, économiquement, un grand nombre de ces entreprises sont elles-mêmes sous la dépendance, l'influence économique, l'exigence de rendement croissant, et que c'est la décentralisation, par exemple, de la définition du temps de travail, dont on ne parle plus guère à propos de l'évolution de ce projet de loi travail, puisqu'on s'est concentré sur des aspects comme la fixation des indemnités prud'homales ou la définition du périmètre en matière de licenciement économique, mais la question du temps de travail est centrale. Or, ce à quoi tend la loi, le projet de loi, c'est à rendre disponible, sans contrainte, la ressource humaine pour en faire le facteur premier de la flexibilisation et donc de la satisfaction des exigences de rendement qui peuvent être dictées de l'extérieur. Donc si on reste prisonnier de ce cadre d'analyse, il me semble qu'on a un train de retard vis-à-vis des nouvelles formes de l'organisation économique. Et donc c'est en cela qu'il me semble que la notion d'allégeance permettrait de remettre un peu d'ordre dans la façon dont nous concevons les affaires, parce qu'à ce moment-là, le travailleur qui lui-même va être soumis, considéré de plus en plus. Alors c'était très bien ce que vous avez expliqué, le citoyen libre qui doit rendre compte de l'exécution de sa tâche, etc. Bon, il est dans la même situation que le sous-traitant qui est censé être autonome, qui doit rendre compte de l'exécution de sa tâche, et ainsi de suite sur toute une chaîne. Donc la nette distinction entre la figure de l'employeur libre, autonome, décidant, et de salarié purement subordonné est évidemment remise en cause par ces nouvelles formes d'organisation. C'est pour ça que responsabilité articulée me paraît une voie inévitablement, parce que c'est comme ça que les problèmes se posent aujourd'hui. Alors, je ne voudrais pas monopoliser la parole, il peut y avoir d'autres questions.